Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Tout d'abord, audience à Koulouba. Le chef de l'État a reçu cet après-midi le nouveau bureau du Conseil national des jeunes du Mali. Au programme, présentation du bureau et échange avec le chef de l'État sur les affaires du pays. Reportage à Lucéne Touré. Entre le président de la République et la jeunesse malienne, le courant passe bien. Et ce n'est pas par hasard que le Conseil national des jeunes du Mali a décidé de proposer ses services pour la reconstruction du pays. C'est pourquoi, en plus de la présentation du nouveau bureau, le CNJ a eu un échange fécond avec le chef de l'État. Cette rencontre avec son Excellence Monsieur le Président de la République poursuivait deux buts. D'abord, le premier, c'était de lui présenter le bureau, le tout nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse du Mali, issu du 4e congrès ordinaire tenu les 27 et 28 derniers à Caille. Le deuxième objectif, c'était de lui faire le déroulé de notre programme, parce que nous sommes élus pour un mandat de 3 ans. C'est un programme qui s'articule autour de 4 axes. Le premier axe, c'est de travailler à relever le Conseil national. L'autre axe, c'est d'accompagner les autorités dans le processus de réconciliation nationale qui s'est engagé déjà. Et le troisième axe, c'est de travailler avec les instances de base du Conseil national de manière à ce qu'on puisse tenir beaucoup de sessions de formation sur diverses thématiques comme la prise de parole en public, le leadership jeune, la citoyenneté. Le président de la République a réaffirmé sa volonté de changement et cela à travers l'assainissement des affaires et la bonne gouvernance. Une jeunesse d'un pays qui sort à peine d'une crise comme celle que nous avons connue, c'est une très lourde responsabilité. Nous sommes soucieux, nous, de faire en sorte que désormais, dans ce pays, il n'en aille autrement que par le passé. Que les dirigeants ne soient plus soucieux d'eux-mêmes, en souci d'eux-mêmes au point d'oublier l'essentiel, pour uniquement se faire les poches sur le dos du pays, pour triturer et les textes et la Constitution et les habitudes de bonne gouvernance, pour sombrer dans une corruption effrénée qui a touché à tout, au narcotrafic, à la vente des armes, y compris à la vente de nos propres armes. Voilà dans quoi nous sommes tombés. Nos propres armes ont été vendues à ceux-là qui avaient projet contre le Mali, vendus par des Maliens. Cela va changer radicalement, Inch'Allah. Cela a commencé à changer. Quand nous parlions, on disait oui, mais parle, mais on attend de voir les actes. À moins d'être totalement hors du temps, l'on voit que les choses bougent. Et dans le sens indiqué. On n'est pas venu pour raconter des histoires à ce peuple-là. Je l'ai dit, le pouvoir pour le peuple, le pouvoir ne m'intéresse pas. La mission m'intéresse, au service de ce pays-là. Et j'ai juré de le servir du fond de mon âme et jusqu'à ma dernière force. Et je le ferai. Aussi, le chef de l'État a appelé les jeunes à l'unité afin de hisser le Mali au rang des pays qui comptent. Les jeunes, je souhaite simplement vous dire toute ma confiance en vous. Si nous avons quelques fiertés à parler au nom du Mali aujourd'hui, c'est en raison de vous. Moi, j'ai derrière mon dos ou en face de moi vos regards. Quand je suis dans les arènes internationales, est-ce que si je dis cela, mes enfants là vont être fiers de moi? Est-ce qu'ils vont être déçus? Est-ce qu'ils vont penser que je suis dans la droite ligne de ce qu'ils attendent ou suis-je en train de les trahir? Voilà, moi c'est ce qui m'importe. Le reste, c'est m'indiffère. Et si j'ai le sentiment d'être fidèle à ce que vous attendez de moi comme image et comme mission, là, alhamdoulilah. Donc votre soutien, là, j'en ai besoin. J'ai besoin que vous disiez au pays, aux jeunes, notre confiance en elle, à cette jeunesse. Et elle est l'avenir, elle est le levain. Tout ce que nous faisons et disons, sachez que c'est dans l'intérêt du pays. Le chef de l'État a également demandé aux jeunes de relayer le discours de la paix et de la réconciliation.
Voilà toutes nos excuses pour quelques problèmes techniques rencontrés dans la diffusion de cet élément. Nous sommes avec les jeunes toujours. Le Forum national de la jeunesse a clos ses travaux hier. Après 2 jours de débat, les participants ont recommandé la promotion de l'éducation civique et citoyenne chez les jeunes, la promotion de la référence dans la gouvernance, la culture de la paix et de la solidarité en milieu jeune. Daouda Sidiki Diarra. 2 jours de conclave ont permis aux 300 jeunes venus d'horizons divers, du Mali et de la diaspora de faire l'état des lieux de notre jeunesse. À l'issue des débats, les participants ont déploré l'incivisme et le manque de formation des jeunes, la perte de nos valeurs sociétales. À ceci, il faut ajouter le désespoir des jeunes qui sont candidats à l'immigration clandestine. Pour relever ces défis, c'est toute une panoplie de recommandations qui a été formulée par ces jeunes. Il s'agit entre autres de promouvoir un changement de mentalité en vue d'engager le Mali dans la voie de l'édification d'un État émergent, le développement de la culture de la paix en milieu jeune, favoriser leur insertion socio-professionnelle et leur implication dans les prises de décision des politiques de l'emploi des jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat jeune. L'espoir est permis, dira les ministres, pour entretenir un partenariat dans lequel chacun jouera sa partition, cela afin d'aboutir à un challenge jeune. Que cette génération d'Ambé, nous en soyons les porte-flambeaux, pour qu'à travers les actions, à travers tous les actes que nous aurons désormais à poser, transparaisse justement cette lueur de fierté qui a toujours caractérisé le Malien. Et que, justement, comme l'a rappelé également le Premier ministre, nous soyons à même pour les générations futures de transmettre un Mali mieux que celui que nous avons eu en héritage, un Mali qui soit un Mali qui resplendisse du concert des nations. D'ores et déjà, le chef du département de la jeunesse et des sports a affiché sa volonté d'institutionnaliser et de déconcentrer ce forum dans les régions. Voilà, après ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité de l'entretien que le Premier ministre a eu hier avec les jeunes du forum. Dépistage du VIH-Sida dans les 6 communes du district de Bamako et des conférences débats sur la maladie à travers le pays. Ce sont là quelques activités prévues par le projet jeune du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les responsables de ce projet ont procédé au lancement de leur activité de prévention du VIH-Sida en milieu jeune. Moussa Fani. C'est pour renforcer les mécanismes de lutte contre le VIH-Sida que le projet jeune du ministère de la Jeunesse et des Sports a initié des activités de prévention du VIH en milieu jeune. Parmi ces activités, le dépistage et la sensibilisation des jeunes sur les moyens de protection contre le sida. Nous devons utiliser certaines stratégies, notamment des stratégies portant sur la promotion, le comportement, le bon comportement individuel, l'utilisation des préservatifs, ainsi que les stratégies biomédicales, notamment le conseil et le dépistage volontaire. Cette vision du projet jeune rime avec celle du département de tutelle. Le ministre de la Jeunesse a rassuré l'accompagnement de son département dans le combat contre le sida. Mon département s'attelera à accompagner la jeunesse à développer un grand leadership autour de la lutte contre le VIH-Sida afin de gagner le pari des 3-0 tel que consacré par les principes de l'ONU-Sida, à savoir 0 nouvelle infection, 0 décès lié au sida, 0 cas de stigmatisation. La cérémonie a pris fin par la visite de la radio du projet jeune de Sokodonko en commune 6 du district de Bamako. Le chef des opérations de la Banque mondiale au Mali est en fin de mission dans notre pays. À cette occasion, le gouvernement a organisé hier soir un dîner en son honneur. On notait la présence à cette soirée de plusieurs membres du gouvernement et autres personnalités. C'est ce que nous dit Mohamed Ouldomamouni. Après plus de 4 ans de service au Mali, les autorités rendent hommage à Ousmane Diagana, chef des opérations de la Banque mondiale dans notre pays. Ce tamis du Mali a beaucoup contribué à raffermir les liens de coopération entre le Mali et la Banque mondiale. Il a tout fait pour aider en sorte que le partenariat Mali-Banque mondiale ne s'arrête pas pendant la crise. Grâce à son leadership, au bout de 6 mois seulement après la crise, alors qu'ailleurs la banque attendait 12 mois, 18 mois avant de venir évaluer la situation, il a eu les arguments nécessaires et avec l'appui du vice-président de la banque pour qu'une équipe vienne évaluer la situation et confirmer qu'effectivement on pourrait reprendre progressivement les activités. Nous avons eu une collaboration très franche, très conviviale, c'est montré un homme disponible
engagé pour la cause du Mali. Je dois dire personnellement qu'avec le département de l'environnement et de l'assainissement, nous avons des projets très intéressants ensemble pour lesquels il s'est donné corps et âme pour qu'ils puissent réussir. Si la coopération entre notre pays et la Banque mondiale a permis la réalisation de plusieurs projets de développement, pour Ousmane Diagana, les défis à relever restent énormes. En tant qu'acteur de développement, tant qu'il y a des enfants qui ne partent pas à l'école, tant qu'il y a des jeunes qui finissent leurs études et qui n'arrivent pas à s'insérer dans le marché du travail, tant qu'il y a des femmes qui meurent en couche, je ne peux pas être satisfait parce que ça nous interpelle. Ça nous interpelle en tant qu'institution de développement, ça nous interpelle en tant que partenaire du Mali. La prochaine mission de Ousmane Diagana le mène en Côte d'Ivoire. Fin du séminaire des secrétaires généraux et chefs de cabinet des départements ministériels et délégués. Pendant 2 jours, les administrateurs ont vu leurs capacités renforcées dans le cadre de l'organisation et le fonctionnement du travail gouvernemental, mais aussi dans le domaine des relations avec les usagers et les partenaires. Compte rendu, Moïse Traoré. Véritable mémoire de l'administration, les secrétaires généraux et les chefs de cabinet sont recyclés dans le cadre de leur mission de prise de décision. Ce n'est pas que nous venons d'innover. Il s'agit simplement de nous rappeler quelle est notre mission, de voir ce que nous n'avions pas, que nous n'exécutions pas correctement, de faire en sorte que la collaboration au sein des départements entre le secrétariat et le cabinet se fasse dans les meilleures conditions. Je pense que ce séminaire nous permet de nous améliorer nous-mêmes dans notre gestion quotidienne et puis d'améliorer le rapport avec les collaborateurs internes et extérieurs et puis avec les usagers. Après l'évaluation du séminaire, les participants ont chacun reçu une attestation. Du président de la République dans le domaine de l'administration, je cite: « Nous ouvrirons les administrations publiques à de nouveaux modèles de gestion en vue d'améliorer leur performance et de réconcilier les Maliens avec leurs institutions. » Fin de citation. C'est à travers vous que se concrétisera ce projet. L'expertise dont la trentaine de cadres a bénéficié pendant 2 jours est celle de l'École nationale d'administration ENA et du secrétariat général du gouvernement. Le monde des enfants, les tout-petits, se retrouve à la Cité des enfants de Bamako. C'est en vue de prendre part aux activités des centres de loisirs sans hébergement, dont la cérémonie de lancement a eu lieu hier. Du 21 au 28 décembre, dans la convivialité et dans l'allégresse, les enfants, à travers chants et danses, vont livrer des messages sur leurs préoccupations et celles de la nation. Compte rendu, Fademba Keïta. Les centres de loisirs sans hébergement de l'année 2013 sont organisés dans le cadre de la célébration du 24e anniversaire de la Journée internationale de l'enfant. Il rassemble les enfants originaires de toutes les régions. Ainsi, au cours de cet espace de divertissement et d'apprentissage, les échanges vont porter sur des sujets d'intérêt commun. La cybercriminalité, la citoyenneté, le code de la route, l'environnement avec la récupération des déchets plastiques, entre autres. Cette année, les centres de loisirs sans hébergement remplaceront la Semaine nationale des enfants, mais servent des cartes d'activité de loisirs. Les centres de loisirs sans hébergement doivent répondre à certaines conditions indispensables qui sont la conception d'un projet éducatif. Ces moments de retrouvailles et d'échanges restent propices pour ceux-là qui constituent plus de la moitié de la population, afin d'exposer aux parents et aux autorités certaines de leurs préoccupations. C'est une occasion vraiment riche parce que ça permet aux enfants d'échanger, de montrer leur potentiel et également aussi de communiquer avec leurs parents, de porter leur message. Ces activités sont conformes à la quasi-totalité des traités et conventions sur les droits de l'enfant ratifiés par le gouvernement de la République du Mali. La mise en œuvre des activités des 10 centres se justifie aussi comme étant une réponse à certaines dispositions de la même convention qui stipule que les États parties de la CEDEAO reconnaissent à l'enfant le droit au repos et au loisir, de se livrer aux jeux et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. Au cours de leur passage, les groupes d'enfants, dans leur cri de cœur, prônent une paix durable pour le Mali, la scolarisation des tout-petits, mais condamnent l'exploitation des enfants et les violences qu'ils subissent. Autre temps fort de cette cérémonie, les prestations du mini-ensemble instrumental de la Cité des enfants, du Collège Horizon et la pose de la première pierre des nouvelles infrastructures de la Cité des enfants.
Ce communiqué du gouvernement de la République du Mali, le gouvernement informe l'opinion publique nationale et internationale que dans la nuit du 16 décembre 2013, le juge d'instruction du 2e cabinet du tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako a fait procéder avec l'aide de la police scientifique du service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale en présence du procureur général près la cour d'appel de Bamako à l'exhumation au cimetière de Amdalaï, Bamako, de 4 corps, dont une femme. L'exhumation a été ordonnée par le cadre du dossier ministère public, dans le cadre du dossier ministère public contre X, Issa Tangara, Amadou Ayasanugo et autres pour enlèvement de personnes et complicité consécutif aux enlèvements du 30 avril 2012 survenus à Bamako. Elle intervient après la découverte dans la nuit du 3 au 4 décembre 2013 du charnier situé dans la commune rurale de Diago. L'information judiciaire se poursuit en vue d'identifier ces corps et de situer les responsabilités. L'opinion sera informée en temps utile des développements ultérieurs de ce dossier. Les rébellions récurrentes dans les Ifogas, région de Kidal, c'est le thème d'une conférence-débat organisée par la coordination malienne des organisations démocratiques commodes. C'était hier. Pour le conférencier Ahmed Mohamed Agamani, il n'existe pas de discrimination de l'État vis-à-vis des Touaregs. Il l'a dit au micro de Agali Agagissa. Il n'y a pas un caractère cyclique, endémique ou périodique de ces rébellions qui veulent faire croire qu'il y a une organisation des Touaregs qui, périodiquement, essaie de faire le point et se révolte contre le Mali, prend des armes contre le Mali. Je m'inscris à cela en faux. Pour preuve, je voudrais qu'on m'explique et qu'on approfondisse l'analyse si, depuis 1964 jusqu'en 1990, pendant lesquels il n'y a pas eu une seule rébellion, il n'y a pas eu un seul mouvement, qu'est-ce qui s'est passé au Mali à l'époque? Et pourtant, les Touaregs étaient là, ils étaient dans toutes les institutions, ils participaient au développement, ils étaient partout. Donc, il n'y a pas une frustration, ni une marginalisation, encore moins une discrimination, une ségrégation de l'État ou des autres communautés vis-à-vis des Touaregs. Donc, il faut tirer ces renseignements. L'autre, la situation, celle que nous connaissons maintenant, qui est la somme, qui résulte de la somme, ses origines, c'est la somme de toutes les précédentes qui n'ont pas été correctement gérées et qui n'ont pas trouvé de solutions idoines, et surtout qu'il n'y a jamais eu de suivi pour faire le point, pour savoir, on a pris des engagements, mais où on en est? On a le pacte national, on a les différents accords de Tamanrasset, on a les différents accords d'Alger, mais tout ça constitue des engagements que l'État a pris. Il faut régulièrement faire le point et essayer de procéder aux rectificatifs. C'est pour ça que j'ai suggéré qu'il y ait seulement actuellement un observatoire pour la sécurité dans la zone, mais en plus qu'on mette en place un mécanisme de suivi, des structures de suivi et évaluation. Lancement à Gao de la campagne de sensibilisation sur les raids, entendez par là, restes et explosifs de guerre. Pour la conduite de cette opération, 80 agents ont été déployés sur le terrain. Le but est d'amener les populations à prendre conscience des dangers liés aux engins explosifs en vue d'un changement de comportement. L'initiative est de Right to Play en collaboration avec l'UNICEF. Boubacar Babletouré, compte rendu. Cette campagne qui vient d'être lancée à Gao vise à sensibiliser les populations de Gao, Kadi et Gossi sur les dangers liés aux engins explosifs abandonnés par les bandits armés au moment de la reconquête des régions nord de notre pays. Pour la mise en œuvre de cette action, 80 agents composés d'enseignants et d'entraîneurs sillonneront ces localités à la rencontre des groupes cibles. L'objectif est d'échanger et de diffuser des messages auprès de ces communautés sur les risques liés aux REG, restes et explosifs de guerre. Right to Play, en collaboration avec les autres intervenants, contribuera à informer, à sensibiliser, à communiquer avec les hommes, avec les femmes, avec les jeunes, avec les enfants des communautés touchées aux risques posés par les mines et les REG. L'un des faits marquants de cette activité a été la rencontre avec le chef de quartier de Sosokoira de Gao, donnant ainsi le point de départ d'une action d'envergure contre ces engins non encore explosés dans la cité des Askia. La stratégie adoptée est le porte-en-porte. Faisons attention aux restes et explosifs de guerre à tout moment. Ils peuvent exploser
sous l'effet d'un contact, d'une manipulation ou de la chaleur. Ne laissons pas les enfants ou tout autre civil s'approcher de ces munitions. Auparavant, les agents ont eu une formation sur les différents engins explosifs qu'on peut retrouver dans ces zones. L'initiative est de Right to Play en partenariat avec l'UNICEF. Beaucoup de prudence, de l'argent pour les projets éligibles à Tombouctou, environ 1,3 milliard de francs CFA. C'est le montant que l'État et ses partenaires ont mis à la disposition des collectivités à travers l'ANICT au titre de l'année 2013. Après l'occupation, la première réunion du comité d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement vient de se tenir dans la cité des 333 saints. L'objectif est d'examiner les dossiers des 80 projets de collectivités territoriales soumis pour financement à l'ANICT. Reportage Adama Djimde. Ce comité régional d'orientation, de coordination du suivi des actions de développement est le premier du genre à Tombouctou après l'occupation. Il a pour objectif d'examiner les dossiers des projets des collectivités soumis pour financement à l'ANICT au titre de 2013. Près de 1,3 milliard de francs CFA, c'est l'enveloppe mise à la disposition de la 6e région à travers l'ANICT. Ce financement favorisera sans doute la relance du développement des activités économiques de la région de Tombouctou, interrompue suite à la crise. La présente rencontre a fait le point des 80 projets relatifs à l'éducation, à l'hydraulique et à la fourniture du bureau, cercle par cercle. Compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouvent les collectivités, le président de l'Association des municipalités de Tombouctou a soumis une requête au CROCSAD. Ce CROCSAD doit être considéré comme un CROCSAD spécial pour donner la chance aux collectivités du Nord, Tombouctou, Gao, Kidal, pouvoir bénéficier des appuis de l'ANICT. Sinon, comment demander aujourd'hui à des communes qui n'ont pas fait de recouvrement, à des collectivités qui n'ont pas fait de recouvrement à leur niveau, à la mobilisation de leurs propres ressources, de payer leur quote-part? Cela ne tient, on voudrait qu'elles fournissent un peu d'effort. De faire une délibération par rapport à un projet ne doit pas vraiment être un blocage pour vraiment suivre correctement son projet. Il a été demandé aux collectivités dont les dossiers sont incomplets de prendre des mesures pour la régularisation dans le délai. En 5e région, assurer les droits des hommes, des femmes et des enfants à la sécurité alimentaire et au statut nutritionnel adéquat dans le cercle de Bandiagara, c'est l'objectif d'un projet d'urgence qui a été lancé dans cette localité. Le projet, qui dure 5 mois, interviendra dans 4 communes vulnérables. Il est financé à plus de 142 millions de francs CFA. Moustapha Doumbia. Le projet d'aide d'urgence à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages les plus vulnérables du cercle de Bandiagara est mis en œuvre par l'ONG Action de promotion humaine APH. Il trouve son sens dans le fait que le cercle a reçu des déplacés suite à la crise du Nord, mais aussi le bilan de la campagne agricole n'est pas satisfaisant. Les activités principales concernent la distribution gratuite de 336 tonnes de mil pendant 2 mois et aussi la prise en charge de la malnutrition en tant que telle et l'accompagnement en termes d'AGR, les activités génératrices de revenus. Le projet couvre 39 villages des communes de Dandoli, Doukombo, Soroli et Wadouba. Il est financé par Irish Aid à travers Christian Aid. Ce projet permettra de faire face non seulement aux besoins alimentaires et nutritionnels immédiats des personnes vulnérables, mais aussi de renforcer la vulnérabilité des personnes cibles face à de nouvelles crises alimentaires et nutritionnelles. Cette promptitude pour le mois prochain ne nous surprend pas. Quand on sait les efforts que ce partenaire joue ici, dans le pays de Togo, c'est le lieu pour nous de les remercier et de leur demander encore de persévérer dans ce sens. Le projet dure 5 mois pour une enveloppe de plus de 142 millions de francs CFA. L'interprofession de la filière papaye a tenu son assemblée générale constitutive à Ségou, c'était jeudi dernier. Il s'agissait d'une rencontre nationale initiée par le programme de diversification agricole PCDA en partenariat avec l'APECAM, alors pour mieux structurer les acteurs pour une meilleure productivité de la filière papaye du Mali. Ils ont pris part à cette assemblée nationale les représentants des régions de Koulikoro, Ségou et du district de Bamako. C'est ce que nous dit Fousseini Samaki. La promotion de la filière papaye au Mali passe par une meilleure structuration de l'interprofession.
Pour ce faire, les acteurs de la filière papaye ont tenu ce jeudi leur assemblée nationale constitutive dans la capitale des Balanzans. Cette assemblée générale s'est assignée comme objectif l'adoption des textes statutaires et réglementaires de l'interprofession, la mise en place des organes dirigeant l'interprofession, l'élaboration et l'adoption d'un plan d'action. L'objet de cette interprofession, c'est vraiment de donner aux acteurs la gouvernance de la filière, qu'ils puissent entre eux discuter, gérer les enjeux de la filière pour le bénéfice des différentes familles qui composera l'interprofession. L'APECAM en tant qu'institution qui doit accompagner les producteurs, on doit travailler avec d'autres acteurs. Donc pour cela, l'APECAM a fait ça son cheval de bataille pour que vraiment les gens puissent uniformiser la mise en place de l'interprofession. Les autorités régionales de Ségou ont salué cette initiative. La mise en place de cette interprofession permettra de mieux responsabiliser les acteurs et d'instaurer une dynamique de valorisation et de compétitivité de la filière papaye du Mali. Selon les statistiques, la production de papaye au Mali est de l'ordre de 30 000 tonnes par an pour une superficie de 1500 hectares. Que peut-on faire pour promouvoir la pêche et l'aviculture au Mali? Quelles sont les faiblesses, les acquis et les difficultés que rencontrent les acteurs de la profession? Ces questions sont au centre d'une rencontre du collectif des organisations professionnelles de la filière poisson au Mali. Pour en savoir davantage, nos envoyés spéciaux Mamourou Sidibé, Abouakar Traoré nous en parlent. Selengue a été le point de convergence du collectif des organisations professionnelles de la filière poisson. Tous ont tenu à apporter leur contribution à la question si cruciale et si importante du devenir du sous-secteur de la pêche au Mali. Les autorités de Selengue, à l'ouverture des assises, ont tiré sur la sonnette d'alarme en attirant l'attention des acteurs sur la rareté du poisson due au mauvais comportement de l'homme. D'où la nécessité de construire une vraie vision commune qui sera partagée avec l'ensemble des organisations. Cela est d'autant plus important quand on sait que le secteur contribue pour 4,2% au PIB et emploie environ 500 000 personnes. La filière poisson, en dépit de nombreux acquis et progrès, connaît aujourd'hui de sérieuses difficultés. Il s'agit notamment de l'insuffisance des moyens humains et matériels, des structures d'encadrement et de statistiques fiables sur la filière. La pollution des cours d'eau, entraînant la dégradation de l'écosystème et la rareté des ressources. L'état des lieux de la pêche et de l'aquaculture, les rôles et fonctionnement des barrages dans la gestion des pêcheries au Mali sont entre autres thèmes à examiner. Les thèmes qui seront abordés durant ces 3 jours vont vous permettre de trouver les mécanismes innovants de mobilisation des ressources, de vous mettre d'accord sur la nécessité de restructurer vos organisations, de proposer des solutions qui vont contribuer à la gestion durable des ressources naturelles. Cette forte implication des acteurs dans le suivi, le contrôle et la surveillance des pêcheries est un espoir pour la mise en œuvre des stratégies en vue d'atteindre un développement durable du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture. Une délégation du Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali, SECAM, s'est rendue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il s'agissait d'échanger avec les membres du collège transitoire de la CICIM sur les nouvelles orientations à donner au SECAM, qui est un instrument de réglementation des litiges d'affaires. Cheikh Oumar Sangaré. Cette rencontre visait essentiellement la dynamisation du Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali, SECAM. Le SECAM est une structure de la Chambre de commerce et d'industrie dont la mission principale est d'apporter des solutions par voie de conciliation ou d'arbitrage des différents émanants du secteur des affaires. Des deux côtés, on est convaincu de la nécessité de soutenir le SECAM pour la fluidité des affaires dans notre pays. Ce centre s'occupe de gérer les différents ordres contractuels, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Avec le centre, ça permet le monde des affaires d'aller vite, rapide, mais d'une façon très crédible. Nous tenons à ce que ce centre soit vraiment un centre de référence. Il n'y a pas de raison que nous ne réussissons pas. Parce que nous, en tant que Chambre de commerce, nous avons fait des études exploratoires dans les pays voisins. J'avais fait, avec l'autorisation du vice-président, la proposition qu'un centre d'arbitrage aussi, il faut un standing.
Le centre de conciliation et d'arbitrage du Mali devra permettre une justice rapide, économique et confidentielle dans le cadre de la réglementation des litiges d'affaires. Il existe désormais un partenariat fécond entre l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako et l'Institut de recherche pour le développement IRD. L'accord cadre scellant ce partenariat vient d'être signé par les deux parties. Nando Dambélé. L'accord cadre est ainsi signé entre l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako et l'Institut de recherche pour le développement IRD va lancer cette jeune université sur le chemin de la recherche scientifique, longtemps handicapée par le manque de fonds. C'est donc dans cette perspective que nous nous sommes tournés vers l'IRD qui a une très grande expérience dans la mobilisation des fonds, dans la recherche et surtout qui a développé de nombreuses méthodologies, tant ses compétences sont immenses et variées. Il s'agit pour l'Institut de recherche pour le développement au terme du dit accord cadre d'appuyer scientifiquement et financièrement l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako dans la réalisation de ses projets et la promotion du personnel enseignant. C'est bon d'avoir un cadre de réflexion où on rassemble tout ce qu'on fait pour pouvoir programmer l'avenir aussi. L'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako pourrait désormais mettre en place des équipes au niveau de ses facultés afin de se hisser à l'échelle nationale et internationale et être au rendez-vous du donner et du recevoir. L'ONG Caritas Mali a fait l'évaluation de sa mission d'observation des élections législatives. C'était au cours d'une rencontre qu'elle vient d'organiser. Selon son secrétaire général, les législatives se sont bien déroulées. La structure avait déployé 200 observateurs à travers le pays. Théodore Togo invite les autorités maliennes à améliorer les textes qui régissent les élections dans notre pays. Il est au micro de Moussa Fani. Les élections législatives se sont bien déroulées. Ça a été confirmé par l'ensemble des observateurs présents au Mali. Aujourd'hui, si nous avons quelque chose à proposer, c'est d'abord le grand constat que nous avons eu à faire, c'est la faiblesse du taux de participation. Comment améliorer ce taux? La conclusion vers laquelle nous sommes en train de partir, c'est qu'il faut revoir plusieurs choses. La Constitution, il faut voir ça. Les textes, la loi électorale, il faut revoir ça. Il y a certaines parties qu'il faut revoir. Et nous en profitons aussi pour jeter un coup d'œil sur ce que nous avons constaté suite à la proclamation des résultats. Nous avons constaté le nombre de femmes très faible. La Constitution, elle est bien, mais peut-être il faut voir quelques articles pour discrimination positive. Le reste de l'actualité nationale en bref nous est commenté ici par Mohamed Ould-Mamouni. Le nouveau bureau de l'Union nationale des élèves et étudiants des Médersa du Mali est dirigé par Yaya Kone. Il remplace à ce poste Aboubakar Boli. Il a été élu à l'issue du 2e congrès ordinaire tenu ce matin à Bamako. Élu pour 2 ans, le nouveau président entend poursuivre les actions de son prédécesseur. Les impacts des mesures sécuritaires transfrontalières sur la liberté de circuler dans l'espace CEDEAO, le thème était au centre d'une conférence-débat organisée mercredi dernier à l'Agence municipale de développement des quartiers de la mairie de la commune 1 du district. Une rencontre initiée par l'Association malienne des expulsés à l'occasion de la Journée internationale des migrants célébrée chaque 18 décembre. Les responsables du cercle de réflexion et d'échange Malidine Koura ont animé une conférence de presse à Bamako. L'objectif de cette rencontre est de partager avec les hommes des médias le premier anniversaire de leur association. Le président de la dite association entend œuvrer pour l'instauration d'une paix durable au Mali. Créer une synergie entre les différentes associations de développement de la commune de Kalabankoro, c'est l'objectif de Sigida Yele. Cette association vient de lancer ses activités. C'était au centre de référence de la dite commune en présence des autorités locales et municipales. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville.
Le 34e bataillon du génie militaire a organisé une cérémonie qu'il appelle Grande Couleur. Grande Couleur permet aux autorités militaires de récompenser ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Ils sont cette année une cinquantaine à recevoir leur certificat de reconnaissance. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali vient de doter la délégation de la CECIM de Tombouctou de matériel bureautique. Ces équipements ont coûté à la CECIM environ 10 millions de francs CFA. Les violences faites aux femmes et aux filles, le sujet était au centre d'une conférence-débat initiée par l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali. Les types de violences subies par les femmes, le point de vue de l'islam sur ces violences sont entre autres les points saillants de cette rencontre. Voilà, le premier dossier de cette édition est consacré aujourd'hui à la sécurité sanitaire des aliments au Mali pour que notre pays soit un modèle en Afrique dans la sécurité alimentaire des aliments. Le gouvernement a mis en place une agence nationale à cet effet. L'objectif visé est que tous les Maliens mangent sain. C'est ce que nous dit Kadidiatou Kone, s'il vous plaît. Le Mali est un grand importateur et un grand producteur de produits alimentaires. Sur le marché, on y trouve un peu de tout. Du lait, de la farine, de l'huile, de l'eau minérale, des produits en conserve, de la volaille, de la viande, bref. Certains produits sont de bonne qualité, mais malheureusement, d'autres laissent à désirer. Dans les pays en voie de développement, les risques liés à la consommation des aliments sont 10 fois plus élevés que ceux des pays développés. C'est dans ce contexte que l'installation d'une structure de veille sanitaire dans ces pays relève d'une exigence. C'est pourquoi le gouvernement malien a créé en 2003 l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments ANSA afin de permettre à tout Malien de manger sain. Cette agence, l'une des premières en Afrique, elle a pour mission d'évaluer les risques liés à tout ce qui concerne les produits d'origine à consommation humaine ou animale. En plus de l'évaluation des risques, cette agence a pour rôle aussi de communiquer sur ces risques en direction des populations afin qu'elles puissent vraiment moduler leur mode de consommation en fonction des aliments qui sont propres à cet usage-là. Au cours de sa décennie d'existence, l'agence a mené beaucoup d'activités scientifiques et de communication sur les risques sanitaires liés aux aliments. Plus d'une centaine de produits alimentaires des unités et entreprises agro-industrielles ont été respectivement examinés et audités par l'agence. À travers une commission nationale des autorisations de mise sur le marché qui comporte toutes les compétences nationales dans les domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, les structures de recherche. Cette commission nationale d'autorisation de mise sur le marché, c'est elle qui a compétence au plan national d'autoriser tous les aliments qui sont sur les marchés et soumis à la consommation humaine, y compris pour les produits à usage humain et les produits à usage animal. C'est-à-dire qu'aucun produit ne doit être mis à la consommation sans avoir reçu le quitus de cette commission nationale. Mais malheureusement, ce logo est méconnu par beaucoup de consommateurs. Regarder la date d'opération ne protège plus les consommateurs. Un phénomène existe il y a de cela quelques années sur le marché des aliments. Mais retirer ces produits du marché ne relève pas de l'ANSA. Lorsque nous constatons qu'un aliment n'est pas propre à la consommation, nous ne pouvons que communiquer sur ça et ça s'arrête là. C'est d'autres structures qui sont en charge de les retirer en tout cas du circuit de consommation. Les maladies d'origine alimentaire sont responsables d'une importante morbidité. De nombreuses personnes meurent pour avoir simplement consommé des aliments impropres à la consommation, soit 700 000 décès par an, tout âge confondu, par suite de diarrhée hydrique ou alimentaire. Tout ce qui concerne les toxi-infections alimentaires collectives, c'est notre responsabilité. Donc sur le plan de la surveillance épidémiologique de ces toxi-infections, c'est une mission importante qui est confiée à l'agence. Donc il faut avoir les ressources nécessaires pour pouvoir, en tout cas chaque fois que nous détectons un risque, je dis que le risque soit immédiat, à moyen ou à long terme,
nous devons pouvoir l'identifier et protéger la santé de la population. Un adage de chez nous dit « le ventre ne se lave pas ». Donc, préservons notre santé et celle de nos familles en mangeant des aliments sains. Dossier culturel, il fait partie des musiciens maliens les plus sollicités sur le marché discographique international. Il s'agit du griot de Garana, Bassekou Kouyaté. Sa passion pour son instrument de prédilection, le ngoni, est une histoire de famille. Cheikh Oumar Sangaré a fait ce dossier, en tout cas un gros plan, sur ce griot musicien. Tendez bien l'oreille et voici la musique. Écoutez. Le ngoni est un instrument qui fait partie de la famille de la cordophonie. Instrument lyrique et de percussion, le ngoni rehausse les rythmes du Mali depuis la nuit des temps. Un artiste musicien a pu, de par son talent, associer son nom à celui de cet instrument. J'ai nommé Bassekou Kouyaté. Ce griot du village de Garana, dans les cercles de Baraouli, a vu le jour en 1966. À l'âge de 7 ans, il est inscrit à l'école fondamentale du village qu'il abandonne très tôt au profit de l'école coranique. Déjà à 11 ans, il était à l'école de son père, l'école du Ngoni, qui lui aussi a hérité de ses pères et grands-pères. Mon père, Fé Moustapha Kouyaté, était un très grand joueur du Ngoni. Donc j'ai appris à jouer avec mon père. Donc moi, mes enfants aussi, ils ont commencé à jouer les mêmes instruments. C'est toute une histoire qui se dessine entre Bassekou Kouyaté et le ngoni. Un instrument que l'artiste modifie à hauteur des tonalités recherchées. On a ajouté quelques cordes. Moi j'ai 7 cordes, 9 cordes. Quand je joue seul, j'ai joué avec 7 cordes. J'ai la ligne de base pour l'accompagnement. Comme ça je suis libre de faire des solos, l'accompagnement, la basse. C'est pourquoi on a fait quelques recherches. On a vraiment amélioré cet instrument. Bassekou chante très peu. Il réserve cette tâche à son épouse qui l'accompagne sur scène aussi bien que ses enfants. Je chante juste un peu, mais je chante faux. C'est ma femme qui chante beaucoup. Maintenant, je suis en train de tourner avec mes enfants. Bassekou Kouyaté a dans son compteur 4 albums qui sont Enfants de Garana, le tout premier et le seul national, Ségou Blues sorti en 2008, I Speak Fula, Je parle Peul en 2010 et Djamako de cette même année. Ces 3 derniers albums sont tous internationaux. L'artiste promet un nouvel album courant 2014. Avec son ngoni, Bassekou Kouyaté a fait le tour des plus grandes scènes du monde. Mieux, il a reçu plusieurs distinctions honorifiques, entre autres les prix du meilleur clip Tamani d'Or en 2007 ici à Bamako, du meilleur album en 2008 en Angleterre, c'était avec Ségou Blues. Récemment, en 2013, l'enfant de Garana décroche le prix Africa Festival Award en Allemagne. Aujourd'hui, il vise le prix Grammy Award dont il a été nominé à 2 reprises. Le grand passionné du ngoni est marié et père de 4 enfants, dont certains sont déjà sur la scène musicale. Il est aussi grand-père de 2 petits-enfants, peut-être aussi de futurs musiciens. Bassekou habite avec sa mère, Yakare Damba. Une complicité affective, mais aussi une complicité artistique. Nous sommes en culture et nous y restons un moment. La nuit du rire, 6e édition, c'est ce soir au Palais de la Culture de Bamako, avec des comédiens comme Bakary Bamba de la Côte d'Ivoire, les Amazones de l'ORTM et tant d'autres artistes. Selon les spécialistes, le rire a des vertus thérapeutiques. Alors tous au Palais de la Culture, c'est à partir de 21h. Je vous l'annonçais en titre, Henri Kasperzak est le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Celui qui fut entraîneur des Aigles lors de la CAN 2002, ici même au Mali, a été choisi par les responsables du football malien pour sa grande expérience. Le franco-polonais de 67 ans aura pour mission d'amener l'équipe du Mali le plus loin possible à la CAN 2015. Henri Kasperzak a dirigé également les équipes de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Maroc. Khalifa Nama Traoré revient sur son parcours.
Henri Kasperzak retrouve les Aigles du Mali presque 12 ans après les avoir quittés. C'est lui qui a dirigé la sélection nationale du Mali de novembre 2001 à la fin de la CAN 2002, a été choisi par le comité exécutif de la Fédération malienne de football pour son expérience personnelle, sa forte personnalité, sa connaissance de l'Afrique et de ses réalités, mais surtout sa connaissance du football malien et de son environnement. À 68 ans, il est né le 10 juillet 1946 à Zabrze, en Pologne. Henri Kasperzak a été comme joueur champion de Pologne en 1973 et 1976 avec Stal Mielec, troisième de la Coupe du Monde 74 en Allemagne avec la Pologne, footballeur polonais en 1976. Sa longue carrière débutée en 1958 se termine au FC Metz en 1979, le seul club français où il a évolué durant une saison avec un certain Cheikh Diallo. Henri Kasperzak opte pour la tenue d'entraîneur dans le club lorrain pour ensuite servir l'AS Saint-Etienne, Strasbourg, Racing Club de France, Lille, Bastia, Wisla Cracovie, Comic Zabrze, Kavala. Comme sélectionneur, Henri Kasperzak n'a connu que l'Afrique. Il conduit la Côte d'Ivoire à la 3e place de la CAN en 1994 en Tunisie, dirige la Tunisie durant 4 ans avec une place de finaliste à la CAN 96, le Maroc en 2000, le Mali de novembre 2001 à février 2002 et le Sénégal 2006-2008. Kasperzak se doit de qualifier les Aigles du Mali pour la Coupe CAN 2015 au Maroc et faire mieux qu'en 2012 et 2013 où le Mali a obtenu la 3e place. Le contrat de 15 mois qui le liera à la Fédération malienne de football à partir du 1er janvier 2014 pourrait connaître une prolongation en cas de très bonne performance. Bienvenue donc à Henri Kasperzak. Nouvelle sportive encore, en match amical, le Ghana et le Mali ont concédé le nul 0-0. Les deux sélectionneurs préparent la phase de poule du championnat d'Afrique des Nations CHAN prévu du 11 janvier au 12 février 2014 en Afrique du Sud. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous demain 10h-13h. Retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga et pour les éditions du soir, Aouy Touré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.